Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de notre théma en mode vidéoclub. Un théma qui nous a permis de remettre en lumière quelques films qui symbolisent parfaitement nos années VHS. Une ère de la bande magnétique longue de presque 20 ans qui prendra fin au début des années 2000 avec l'arrivée du DVD, puis de la VOD et des plateformes de streaming. Location 24 heures sur 24, aussi vite apparu, aussi vite avalé. Tout s'écroule à la fin des années 2000. J'ai pas forcément la motivation d'aller au vidéoclub. Voilà, en quelques clics, je vais trouver le film qui me plaît. Un à un, les vidéoclubs ferment en France. Vidéo à la demande, multiplication des plateformes. C'est un vidéoclub virtuel, gigantesque, à domicile. Virtuel mais sans une certaine chaleur humaine. Ce n'est pas qu'un lieu où on vient chercher son film, c'est un lieu qu'on discute. Dans cette dernière partie, nous allons revenir sur 5 nouveaux films découverts pour la plupart dans les allées des vidéoclubs. Et c'est à toi, Mick, de nous parler de l'un des films que tu as choisi. Alors moi, je vais vous parler maintenant d'un film d'horreur, pour changer, parce qu'on en a quand même cité plusieurs. Mais en fait, pourquoi on parle... En fait, c'est bien parce qu'on en fait très peu. Et c'est la bonne occasion pour en parler aussi de ce genre qu'on affectionne. On dirait pas comme ça, mais quand on regarde nos remises en lumière, mais c'est un genre qu'on affectionne pas mal. Et justement aussi, les films d'horreur, c'était quand même quelque chose qui était vraiment des hits de vidéoclub. Souvent, complètement. Les jaquettes étaient assez spectaculaires, donc quand on est aussi adolescent, on va aller chercher un peu ce type de film-là. Les enfants entre 13 et 15 ans vont davantage dans les films d'horreur, ce qui est le problème un petit peu, parce qu'il n'y a aucune législation là-dessus. Films d'horreur, autrement après ils se rabattent sur l'aventure et le comédie éventuellement. Mais disons que un très gros pourcentage sur l'horreur. Walt Disney, ça te dit rien? Non. T'aimes pas? Non. Il y a bien quelques dessins animés qui te plaisent? Non. Non? Et les films d'horreur? Quelques-uns. Quelques-uns? Ça Il y te en a fait qui pas me plaisent peur? pas. Si, il y en a, mais pas tous. Pas tous? Mais ça aussi c'est du cinéma, là, comme tu disais. Ouais, mais il y en a qui font plus peur que le cinéma. Ah bon? Le Sacré Tronçonneuse, ça fait plus peur. Ah bon, Massacre à la tronçonneuse, ça t'a marqué, ça? Ouais. Moi, ça va me permettre de parler en biais d'un réalisateur que j'affectionne particulièrement, mais bon, que tout le monde affectionne particulièrement, j'avais presque envie de dire, c'est John Carpenter. Ouais. Parce que je vais vous parler de Halloween 2, qui n'est pas donc Halloween. Alors Halloween, c'est mon film de chevet, clairement, c'est vraiment le film probablement que j'ai le plus vu de ma vie, avec peut-être le jeu de la mort, mais bon voilà, il y en a un des deux qui est très bien et l'autre qui est vraiment pas terrible. Mais Ah non, il est pas terrible, non, ça c'est ouais, sûr. Mais Halloween... Si, les 20 dernières minutes, Ouais, c'est ça, dès que ça devient... quand il y a le vrai Bruce Lee. Voilà. Mais Halloween 2 donc, ne peut pas rivaliser avec Halloween 1, qui est vraiment en soi un vrai petit bijou de mise en scène, de suspense, de structure, de caractérisation du personnage, de l'antagoniste et de la... Enfin bref, tout est nickel. Souvenez-vous, vous avez hurlé de terreur. Souvenez-vous de Michael Myers. De ce visage lisse et pâle, de ce masque inexpressif derrière lequel se cache la peur, l'horreur. Halloween, le film culte de John Carpenter, avec Jamie Lee Curtis et Donald Pleasence. Halloween, la peur n'a pas pris une ride. Sur Halloween 2, on a un scénario qui est un peu plus sophistiqué. Vraiment, on va rester très... on va mettre des guillemets sur sophistiqué. Ouais, quand même. Mais voilà, on est quand même dans un slasher un peu lambda, qui se déroule dans un hôpital, c'est ça qui me plaît moi, qui se déroule tout de suite après les événements du premier Halloween, c'est dans la même nuit que ça se déroule, avec le même type de photographie, on a toujours Dean Cundey à la photographie, on a toujours Carpenter à la musique, tout ça, mais il n'a pas voulu rempiler, il a préféré partir sur The Thing, sur New York 97, tout ça, plutôt que de se lancer sur une suite, et on peut le comprendre.
Et on le remercie. Et on la remercie. Quelques années plus tard, même, il avait déclaré, alors il est peut-être revenu sur cette déclaration-là, mais il avait déclaré qu'il trouvait que le scénario de Halloween 2 était plus intéressant que le scénario de Halloween 1, ce qui reste plus ou moins discutable quand même, mais un peu plus élaboré, ça c'est certain. Et ce que j'aime bien dans ce film-là, donc on est vraiment dans un vrai slasher un peu à la Vendredi 13, tout ça. Donc là, on a des meurtres vraiment plus graphiques. Monsieur Garrett. Ne dites pas que vous l'avez touché 6 fois. Vous croyez que j'ai menti, shérif? Je crois surtout que vous l'avez loupé. Pas un homme ne peut résister à 6 balles. Ce n'est pas un homme, je vous le répète. Voilà, on a quelque chose, un body count assez élevé, des meurtres très graphiques, une ambiance très marquée qui est dans la continuité du premier. Donc encore une fois, il peut pas rivaliser avec le premier parce que pour plein de raisons. Le film a été apparemment un peu problématique aussi parce que Rick Rosenthal, dont c'était le premier ou deuxième film, a fait le job, mais selon Carpenter, pas suffisamment, donc il a aussi retourné des choses, il a remonté aussi, je sais pas si c'est dans le dos de Rick Rosenthal ou en tout cas sans trop lui demander son avis, quoi, pour que le film fonctionne. Voilà, pour moi, le Halloween 2, que j'ai découvert aussi en VHS, que j'attendais, parce que j'avais découvert l'existence du film dans les revues de mon oncle, encore une fois. Alors je sais plus si c'était Téléciné Vidéo ou si c'était Vidéo 7, c'était des magazines qui étaient dédiés justement à la philosophie à la culture du vidéoclub. J'avais vu la pochette, j'avais vu probablement aussi une bande-annonce et je l'attendais un peu comme le Messie, puisque j'adorais déjà l'original qui s'appelait La Nuit des Masques en français. Bon, moi non plus, je vais pas remettre en question les qualités du premier Halloween de Carpenter, qui sont indéniables, indiscutables et qui ont posé les bases du slasher. Mais, je dois quand même avouer que j'ai une préférence pour ce second opus, et pour 2 raisons. Comme tu l'as souligné, les meurtres sont beaucoup plus graphiques, donc ce qui amène une certaine angoisse supplémentaire pour moi. Ouais. Et moi aussi, j'aime bien cette idée d'unité de lieu et d'unité de temps. Cette idée pourrait laisser penser que le film est assez lent finalement. Mais paradoxalement, ça me donne l'impression que le film est plus rythmé que le film de Carpenter. Bon, c'est que mon avis personnel, hein. Et je sais qu'il va faire hurler certains, mais bon voilà, je saurais pas l'expliquer autrement en fait. Même si dans le fond, je dois reconnaître que c'est un slasher traditionnel de plus, que toutes les fulgurances de mise en scène de Carpenter sont pas forcément présentes ici, voilà, je retourne plus facilement vers ce second opus que vers le premier. Voilà, c'est comme ça. Vite, entrez! Cette fois, tu vas mourir, Mike! Moi, c'est un film que j'ai découvert... en fait, c'est l'affiche française qui était absolument magnifique. Ouais. Je l'avais vu devant une façade de cinéma à sa sortie en 82. Bien sûr, j'avais pas l'âge pour aller voir Halloween 2. Je l'ai découvert donc en vidéoclub aussi. Je l'avais loué et encore une fois, simplement parce que j'étais attiré par cette affiche. On revient à l'histoire des jaquettes et l'histoire des affiches. C'était important, ça l'est peut-être beaucoup moins aujourd'hui, mais à l'époque c'était très important et c'était vraiment un facteur de choix en fait de location de cassettes. Ben, alors moi, je ne reviendrai pas sur les qualités indéniables. En fait, le 2, je l'ai pas vu depuis très longtemps. Je regarde souvent, j'ai regardé souvent le premier. Et alors justement, je vais profiter que tu parles de Halloween 2 pour parler d'Halloween 3 que je connais mieux parce que le 2 j'avais juste l'impression que c'était il faudrait que je le revoie parce que effectivement j'avais juste l'impression que c'était une ressucée du premier et alors que le 3 qui n'a pas marché du tout et qui a été mais je sais pas pourquoi, j'ai une petite affection pour le 3 qui part dans un petit délire de complètement différent avec une histoire de bon alors là c'est sûr que spoiler alors que tout est dans le titre le sang du sorcier voilà donc mais c'est un film que voilà j'adore le 3, le 2 finalement je le connais un peu moins et j'adore la musique du 3.
Bah oui, la musique du 3, elle est que terrible. je regarde, que j'aime bien regarder pour Halloween. Il faut juste rappeler que dans Halloween 3, le personnage de Michael Myers, le personnage du tueur, qui est dans le premier et dans le second, n'est pas dans le troisième. C'est une histoire totalement différente. C'est ça. Et le personnage reviendra dans le 4e épisode et dans ses suites, ses nombreuses suites, mais dans celui-ci, il n'y est pas. Donc, ce qui fait toute la particularité, c'est vrai, tu as raison, d'Halloween 3. Bah, Halloween 3, ouais, c'est un film de Tommy Lee Wallace, qui est un très bon copain de très longue date de Carpenter, qui fera par la suite le téléfilm Ça, inspiré des romans de Stephen King, et qui est quelqu'un qui a œuvré sur quelques films comme ça, qui sortent pas forcément du lot, dont on se souvient pas immédiatement et tout ça, mais qui est un solide artisan, qui a bien compris aussi certaines règles aussi de Carpenter, sans avoir malheureusement son talent aussi. Voilà, il y a un Carpenter, mais malgré tout, il se défend très très bien. Et Halloween 3, qui se déroule dans un autre contexte, comme tu l'as dit, sans Michael Myers, et c'est ça qui fait que le film n'aura pas été un succès, était un désir pour Carpenter de produire plusieurs films dans la catégorie Halloween, mais avec à chaque fois un film différent. Si le film avait marché, on aurait eu un Halloween 4 qui aurait été un autre film encore différent qui se déroulerait pendant la fête de Halloween, et puis Halloween 5, etc. Une anthologie comme ça, centrée sur Sam Haines et Halloween, quoi. Mais le film est assez intéressant, très glauque, sur plein d'aspects. Les maquillages sont assez écœurants. Il y a une ambiance qui me rappelle beaucoup ce que va faire Carpenter une dizaine d'années plus tard dans l'Antre de la Folie. L'Antre de la Folie, il y a des choses un peu identiques, avec une sorte de village un peu fantôme, avec des choses qui vont se passer un peu fantastiques, surréelles. Il y a vraiment des passerelles, je trouve, entre les deux, même si L'Antre de la Folie n'a pas été écrit par Carpenter. Il y a vraiment des passerelles entre les deux. Et le film est vraiment passionnant sur plein d'aspects, et le final est juste extraordinaire. Le final d'Halloween 3, le final d'Halloween 3 est vraiment extraordinaire, parce qu'on a un personnage de joué par Tom Atkins, qui se retrouve acculé à devoir faire quelque chose, et ça s'arrête en suspens. C'est vraiment génial. Et pour l'amour du ciel, coupez tout, il n'y a pas de temps à perdre. Arrêtez l'émission, je vous en supplie, coupez, je vous en supplie. Arrêtez l'émission, coupez, arrêtez, coupez, arrêtez, coupez. Voilà, tu as dit l'essentiel, Mick. Moi, je trouve que c'est l'un des plus grands films d'épouvante du début des années 80, avec Poltergeist, et c'est dommage qu'il paye encore aujourd'hui le fait d'appartenir à la franchise Halloween. C'est un film à part, c'est un film où il n'y a pas Michael Myers, il faut l'accepter, c'est comme ça, et ça ne fait pas pour autant un mauvais film, bien au contraire. Il est largement supérieur à beaucoup de ses suites, même très récentes, et voilà, encore aujourd'hui, c'est un film ultra efficace, qui fait peur, qui met mal à l'aise, où il y a des scènes extrêmement fortes, extrêmement graphiques. On y retrouve toute l'essence du cinéma de Carpenter, même si c'est pas lui qui a réalisé le film, mais on sent bien sa patte. Ouais, voilà, ça reste toujours un grand film d'épouvante, quoi. Et puis c'est vrai que c'est un vrai film de vidéoclub aussi, parce que le film était donc passé inaperçu en salle à l'époque, et là encore, on avait une jaquette avec une affiche extrêmement impressionnante, qui donnait envie forcément de voir le film, quoi. Je vais vous parler, moi, de Strange Days, un film de Catherine Bigelow, donc sorti en je ne sais plus quelle année, 95, qui se passe dans un monde dystopique, qui raconte une histoire où on est au bord de la révolution, avec des histoires de souvenirs enregistrés sur un appareil, voilà. Donc les gens deviennent accros à ces films tournés directement, parce qu'en fait on a des sensations, toutes sortes de choses comme ça. Et donc pour compléter, donc il y a un ex-flic qui décide de faire du trafic de ses souvenirs enregistrés sur ces disques, qui permettent donc aux gens de vivre des sensations fortes par procuration, et qui un jour va tomber sur un enregistrement d'un meurtre assez violent, et donc il va décider de se mettre à la poursuite du tueur. À l'aube du 21e siècle,
Un ancien flic, Lenny Nero, fait commerce de l'expérience vécue par d'autres. C'est plutôt tout ce qui est interdit, hein, le fruit défendu. Je vous brancherai sur le standard des fantasmes qui vous hantent. Mais ce soir-là, dans une ville au bord du chaos, Lenny est court-circuité par un assassin. Avec l'aide de son ex-ami, la fidèle Mace, il doit empêcher le tueur de frapper encore. Ce clip-là, c'est la foudre du ciel. C'est un film où on a Ralph Fiennes, on a Juliette Lewis, Angela Bassett. C'est un gros film, c'était un gros film quand il est sorti à l'époque, qui a fait beaucoup de bruit, que j'étais allé voir au cinéma, et qui m'avait quand même bien plu à l'époque. Je dis à l'époque parce que justement... je trouve qu'il a pris une petite claque. Pourtant, ça reste quand même, je trouve, un bon film. Catherine Bigelow, on la connaît, bon, c'est l'ex-femme de James Cameron, hein, pour ceux qui connaissent on pas. aura cité 2 ex-femmes de James Cameron. Déjà, hein, bon, il en a eu beaucoup, hein, enfin, en tout cas, il en a eu 2. Et, donc, on parle de Linda Hamilton. Pas encore, mais bon, voilà. Alors donc, attention, ne vous méprenez pas, on ne réduit pas Catherine Bigelow bêtement à son statut de femme, enfin d'ex-femme de James Cameron. Voilà. C'est simplement que James Cameron avait développé ce sujet à partir de 1986 pour le réaliser lui-même, et finalement il a décidé comme il était pris sur d'autres projets plus tard, il a décidé de le proposer donc à Catherine Bigelow, en endossant le statut de producteur de ce film. Et Strange Days aussi, j'en profite, parce que bon, c'est quand même un film qui m'a bien marqué, mais c'est aussi, je voulais en parler parce que c'est aussi une sorte de remake d'un film qui était sorti dans les années 80, un film de Douglas Trumbull. Il fallait que tu le places. Hein. Eh ben, évidemment, qui s'appelait donc Brainstorm, voilà, ça y est, j'ai perdu en cours de route. Un très bon film qui s'appelait Brainstorm, avec, bon, la même histoire, une histoire où on inventait une machine qui prenait les... Ben, c'était, si, à l'époque, mais c'est malheureusement beaucoup vieilli. Chiant, surtout. Oh bah, disons-le, oui, carrément, mais voilà, c'est des films qui appartiennent à l'histoire du vidéoclub, et c'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que refaire 1 heure dessus, j'aurais du mal à les défendre, les deux, justement. Mais bon, quand même, Douglas Trumbull avait quand même inventé une caméra pour le film, et ça, je dois dire quand même que bon, ça mérite d'être dit. Voilà. Dire que Strange Days c'est une sorte de remake de Brainstorm, c'est un peu exagéré à mon sens, mais c'est vrai que certainement James Cameron il a dû s'inspirer de l'idée de base en fait du film de Trumbull, celle d'introduire une machine qui permet d'enregistrer les émotions, les sensations d'un être humain. Après, encore une fois, de parler de remake, bon. Voilà, c'est un peu exagéré quand même. C'est autre chose que la télé, c'est 100 fois mieux. Ça, c'est la vie. Un morceau de la vie personnelle d'un autre. La réalité pure, entière, telle qu'elle apparaît à travers le cortex cérébral. Vous y êtes, vous voyez, vous entendez, vous sentez. Vous faites les choses que l'autre fait. Quelle sorte de choses, exactement ? À vous de décider ce que vous avez envie de voir, tout ce que vous avez envie d'être ou de faire. Vous voulez faire du ski chez vous ? Facile, mais pour une personne de votre genre, si vous voulez aller skier, vous prenez l'avion. Non, c'est pas ça qui vous intéresse, vous, c'est plutôt tout ce qui est interdit, hein, le fruit défendu. Comme entrer dans un restaurant avec un 357 Magnum pour sentir toute l'adrénaline qui pompe dans vos veines. Ouais, hein, j'ai tout ce que vous voulez. C'est vrai, tout ce que vous désirez, vous n'avez qu'à dire un mot. Ayez confiance en moi, croyez-moi. Oui, je suis votre prêtre. Je suis votre psychiatre. Je vous brancherai sur le standard des fantasmes qui vous hantent. Je suis le Père Noël. Moi, Stranger, alors j'avais bien aimé quand on l'a vu en salle. Oui. En 95. À l'époque, j'avais beaucoup aimé. Et je l'ai revu après, je trouve qu'il a pris un coup de vieux, même si c'est une dystopie, même si tout ça, mais je trouve que visuellement il est très ancré dans les années 90. Je le trouve très long, trop long. C'est pas le meilleur film de Catherine Bigelow, loin de là.
Je lui préfère largement un Point Break, même si ça n'a rien à voir, mais ouais, je saurais pas quoi trop dire, parce que ouais, à part ça, c'est pas un film que j'ai envie de revoir. Enfin, je l'ai dans ma collection, hein, mais au cas où, on sait jamais. Si un jour vous décidez qu'on en fasse un épisode, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas un film que j'y retourne pas, quoi. J'ai pas non, envie. Mais moi, j'y suis retourné et je suis de ton avis. Alors moi, je vais être plutôt défenseur du film, en fait. Ah. Parce que il est pétri de qualité aussi. C'est-à-dire que en termes de comédien, déjà, on a Ralph Fiennes qui est hyper intéressant dans ce rôle-là, d'un peu fuyant, parce que le rôle est vraiment ingrat. Parce que ce personnage-là est écrit, c'est un peu un mec un peu fuyant, il est pas forcément aimable, il est un peu lâche, voilà. Complet, ouais. Et ça, c'est assez intéressant dans l'écriture, parce qu'en fait, le véritable héros, c'est la fille qui est une espèce de garde du corps, etc., qui est jouée par Angela Bassett, qui est étonnante, quoi. Enfin, en fait, dans la manière dont comment elle est habillée, comment elle se bat, comment elle je sais pas, comment elle irradie elle bouffe l'écran, quoi, quand elle est là. Il y a aussi Juliette Lewis qui est une comédienne que j'affectionnais beaucoup dans les années 90, toujours d'ailleurs. Moi, elle me fait marrer, elle est un peu jetée, elle me fait rire. Et en fait, elle a calqué son personnage sur la chanteuse PJ Harvey, parce que dans le film, elle interprète une chanteuse qui est l'ex de Ralph Fiennes, et elle a fait des choses avec sa voix, son corps et tout ça qui est assez intéressante aussi, le travail qu'elle a fourni, qui lui servira des années après, parce que elle a fondé un groupe de musique et elle reprend un peu le type d'univers qu'elle a lancé sur ce film-là, quoi. Voilà. Bon, il y a déjà ce cadre-là que je trouve intéressant. Il y a des scènes qui sont quand même assez fabuleuses. La première séquence d'introduction, on est avec un mec qui a fait un braquage, ou je sais plus ce qu'il a fait, qui se fait poursuivre par les flics et qui va sauter d'un toit et qui tombe du toit et qui meurt, quoi. Voilà, il y a ce truc-là et tout est filmé donc en plan séquence, puisque ce sont des subjectifs. Donc il y a un vrai motif de cinéma qui est caché derrière cette représentation, voilà, du filmage, l'enregistrement de la vie de quelqu'un d'autre, que je trouve hyper intéressante. Puis il y a des mouvements de foule aussi, parce que ça se déroule juste avant le nouvel an de l'an 2000, quoi. C'est ça. Il y a des mouvements de foule assez intéressants. Le film s'égare un peu dans le dernier tiers, parce que c'est difficile de tout reboucler. Le film aussi essaye de faire une sorte, pas de résurgence, mais il y a quelque chose qui est en lien avec l'affaire de Rodney King, qui avait aussi vraiment créé des émeutes à Los Angeles dans les années 90, en 92 ou 93, je sais plus, qui est l'histoire malheureuse d'un homme noir qui s'est fait agresser et tuer par des flics, quoi. Et du coup, il y a cette idée-là, en fait, en germe dans le film, avec des trucs très 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 dérangeants liés à cet appareil-là. Et puis, dans le découpage, c'est un des derniers films de Catherine Bigelow qui est dans un découpage plutôt classique à la James Cameron, justement, que moi personnellement je trouve qu'elle est supérieure même à Cameron. Pourtant j'adore Cameron, mais je trouve qu'elle a une manière de découper l'espace qui est assez hallucinante, cette femme. Et ensuite elle part sur un autre type de réalisation, plutôt épaule, etc., qui va caractériser toute la deuxième partie de sa carrière avec Des Mineurs, Zero Dark Thirty, Détroit, etc. Mais c'est moi, le film, je trouve qu'il a vraiment plein de qualités comme ça. Certes, il y a des moments où ça déconne un peu dans le dernier tiers, parce que les histoires s'imbriquent un peu lourdement, on va dire, mais je le trouve vraiment fascinant. Et en fait, ça faisait partie des premiers films qu'on avait cités quand on a voulu créer Retour à l'écran, en se disant ouais, ce film-là, on devrait en parler. Moi, je le garde toujours. Il est possible que j'en fasse un express, un de ces quatre, quoi. Voilà. Il faut rappeler aussi que la mécanique a été reprise, je sais pas de manière volontaire ou pas, dans un épisode de Black Mirror. Oui, où il y a le même principe de souvenirs et d'échange de souvenirs, quoi. Non, c'est vrai que moi c'est bien parce que toi tu l'as défendu. Moi j'en avais des super souvenirs. Je l'ai revu. J'avoue que ça a été un peu difficile. Comme tu dis, il est plein de qualités. Mais le problème de ce film, c'est que je crois aussi qu'il est desservi par les deux méchants
que je trouve pas terrible. Voilà, ça connecte avec ce que je raconte. Les deux, c'est dommage parce que Ralph Fiennes est super, Juliette Lewis est super, Angela Bassett, elle est au-dessus du lot. Ouais. Et les deux méchants, ils sont un peu ridicules, quoi. Et c'est le truc qui fait tomber la sauce et le film. Voilà. Mais bon, il fallait en parler de toute façon parce que c'est quand même un bon film. Un film que j'ai choisi, c'est pareil, je trouve que c'est un vrai film de vidéoclub. Pourtant, c'est un film réalisé par Clint Eastwood, mais c'est un de ces films considérés comme mineurs que moi j'affectionne particulièrement. Je l'avais vu en salle, mais après je l'ai loué plus tard. Je l'ai revu et c'est un film que j'affectionne toujours, qui est Le Maître de guerre, sorti en 86. Et voilà, c'est un film qui est pas fait pour les oreilles chastes. C'est un film où tout le monde jure comme des charretiers pendant 2 heures de film. Powers, il va te tailler la bite en copeaux et te faire des rillettes de couilles s'il apprend ça. Putain, le nom de Dieu! Le père lacolique te prévient qu'il est un père lacolique fatigué, qui a des renvois de barbelés, qui pisse du napalm et qui te vide un chargeur dans le cul d'une mouche à 200 mètres. Avec ton faciès d'orang-outan, sergent-major, t'es une pub vivante pour capote anglaise, salopard! Alors l'histoire du maître de guerre, c'est celle du sergent artilleur Thomas Highway, un vétéran de la guerre de Corée et du Vietnam, qui après être passé à 2 doigts de se faire virer de l'armée, pouvoir pisser sur une voiture de police, se voit confier la mission de prendre la tête d'un commando de bras cassés, pour tenter de les former en vue de l'invasion de la Grenade. Une véritable opération qui a eu lieu en 83. Je suis le sergent tirailleur Highway. J'ai descendu plus de bière, ramassé plus de pêche, baisé plus de poufias, émasculé plus de mecs. Que vous tous ici, bande de pleusailles. Le commandant Powers m'a confié le commandement de ce peloton. On s'arrange très bien tout seul. Tout ce que tu sais faire tout seul, c'est les cartes de géographie. Vous y va sans les mains pleines. Ça, c'est bien vrai. Vous ne me faites pas peur. En section de reconnaissance, on est des bêtes. Oh. Tas de gonzesses, si vous croyez que vous pouvez glander parce que votre ex-sergent était une feignasse. Un vieux rond de cuir qui lui fait les journées, les playboys. Terminé, vous allez devenir des Marines et au trop. On t'a sonné, toi? Je suis pas venu ici pour qu'on se fasse des toutouches sous la douche, tas de cons. Je suis là pour vous dire que la petite vie pépère que vous avez connue, c'est fini. Ce soir, vous avez intérêt à aller faire la farida. Marrez-vous un bon coup, défoulez-vous un petit coup. Frottez vos petits vermicelles pour tirer un dernier coup, ou allez vous taper une pignole. Passez-vous tous vos caprices parce qu'à 6h00 demain, vous êtes à ma pogne. Mais l'intérêt, il n'est pas dans cette histoire-là, il est l'intérêt dans toute la relation qu'il va nouer petit à petit. C'est un film sur le management, en fait, Le Maître de guerre. C'est un film sur le management, c'est-à-dire de récupérer une équipe totalement désorganisée, dispersée, avec des gens qui ne veulent absolument pas participer. Et puis, petit à petit, il va fédérer. En fait, c'est un fédérateur, Clint Eastwood dedans, et avec des méthodes plus ou moins dures, mais à force, il va gagner leur respect, et c'est ce qui fonctionne notamment avec le personnage incarné par Mario Van Peebles. Il en a pas fait beaucoup, Mario Van Peebles, mais c'est vrai que après voilà, c'est un film, c'est une fausse comédie. Pour moi, ça reste une comédie parce que moi, ce film me fait marrer. C'est un film dont on parle jamais dans la filmographie de Clint Eastwood, et c'est pour ça aussi que je voulais en parler, parce que de le remettre un peu en lumière. C'est considéré comme un de ses films les plus faibles, et là-dessus je suis absolument pas d'accord. Carrément pas. Et voilà, donc je le conseille à ceux qui ne l'ont pas vu et ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans la filmographie de Clint Eastwood de le voir ou de le revoir. Et puis si vous voulez aussi écouter des dialogues ultra fleuris, je crois que c'est un des films les plus grossiers qui existent, avec vraiment des insultes hyper alambiquées, voilà. Qui peuvent servir tous les jours. Qui peuvent servir tous les jours une fois qu'on les apprend par cœur, parce qu'elles sont pas faciles à ressortir. Il faut les noter, les apprendre par cœur, mais il faut trouver le bon moment pour les ressortir. Ça te fait plaisir, hein, sergent? L'Amérique te dit merci, perd la vertu. Va te faire pomper le dard et fais pas chier. T'es toujours comme ça, vaseux et rien dans le chou l'après-midi. T'as l'air d'avoir besoin d'un petit remontant.
Pourquoi tu t'en taperais pas une taffe, hein, doux comme des cuisses de pucelle, mais sans détournement de mineur, un van garanti. Arrête de me foutre ton barreau de chaise de contrebande sous le nez, avant que je t'en fasse un suppositoire que t'allumeras par les naseaux. Non, c'est vrai que c'est un super film, c'est cultissime pour beaucoup de gens. Il y a des, sans parler du fait que ce soit très fleuri, il y a quand même des belles punchlines. Voilà, c'est bonnard, c'est bon enfant. Après, c'est quand même l'adaptation d'un film avec Richard Widmark qui s'appelait Le Sergent La Terreur, qui est un film tourné en 53 par Richard Brooks. Voilà, et qui raconte à peu près la même histoire d'un homme qui a fait plusieurs conflits, qui vient s'occuper de nouvelles recrues avec toute la rudesse dont il est capable. Mais Clint Eastwood l'a remanié. Là, je préfère largement le film de Clint. Alors attention, Le Maître de guerre, c'est pas une adaptation officielle du film de Brooks, hein. On va plutôt dire que c'est un hommage du scénariste James Carabasos. Ça, c'est dur à dire, hein. Qui reprend en effet les bases, l'essentiel du scénario du film de Brooks de 53. Il faut dire aussi que si on a fait l'armée, comme moi par exemple, alors moi j'ai pas terminé mes 10 mois, mais globalement j'ai fait mes classes et puis quelques mois derrière. Il y a un peu de ça en fait, même si c'est des techniques beaucoup moins dures dans la réalité. Pour des troufions qui arrivent et qui font juste leur service militaire lambda. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là pour rassembler les troupes, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment issus de milieux très différents. Il y a un truc qui m'avait fasciné, moi, en faisant l'armée, c'est de voir aussi qu'on va rencontrer aussi des gens d'autres milieux, avec d'autres cultures, d'autres visions de la vie, etc. C'est une première... Au-delà du lycée ou du collège, etc., c'est vraiment la première fois où j'ai été confronté comme ça à des vraies différences. Et l'armée, quoi qu'on en dise, voilà, je suis pas forcément pro-armée, loin de là, mais il y a quand même quelque chose, durant un mois de classe, qui ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans Le Maître de guerre, c'est-à-dire un rassemblement de groupes pour rendre le tout cohérent, uniforme, qui passe par un peu les mêmes étapes, c'est-à-dire voilà, comment on efface un peu nos cohérences pour être solidaire, tout ça qui est assez intéressant, et c'est ce que met en avant ce film aussi. Après, voilà, c'est peut-être dans la vague des films un peu droitiers de Clint Eastwood, on va dire, mais qui est hyper intéressant. Il y a toujours un fond humain, en fait, chez Clint Eastwood, même si ces films peuvent être considérés comme de droite, voire fascistes, pour certains critiques qui ont peut-être de la boue sur les yeux. Mais le truc, c'est il y a quand même toujours un fond humain derrière ces films, même si parfois il va très très loin dans la violence, dans la dureté et même dans une vision un peu réac des choses. Il y a toujours eu un drôle de mélange chez Clint Eastwood, et Le Maître de guerre, forcément on est en plein dedans, quoi. J'ai dit messieurs dehors, au trop. Nous, on ne va nulle part. Votre guéguerre à la con, c'est de la merde. Bien sûr. Sergent, tout ça, c'est le vieux truc de l'esprit qui domine la chair. Vous ne nous êtes pas cher parce que vous nous dominez. Il y a majorité contre vous, mon pote. Tu te fous de Harry en rang ou je te mets sur orbite à coups de pompe dans le valseur. Je ne suis pas d'accord avec vous. Suédois. Suédois, 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 Suédois. Sergent, je vous présente mon grand copain, le fameux Suédois Johansson. Suédois, fais ton petit compliment, monsieur. Je vais t'arracher le chou, moi, et te chier dans le cou. Alors vous voyez, sergent, mais les casses, on n'a plus du tout besoin de vous. Fiche le camp, Jack, et ne reviens plus jamais, 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 jamais. Oh, putain. Bon Dieu de bon Dieu. Alors, vos trous de balles, vous me les alignez au soleil, et pas dans 107 ans.
Alors moi maintenant je vais vous parler d'un film qui s'appelle Dreamscape, avec mon chouchou Dennis Quaid, mais aussi avec Max von Sydow et puis Madame Spielberg, Kate Capshaw qui joue dans Le Temple Maudit. Exactement. Voilà. Alors Dreamscape c'est intéressant parce que c'est un film, c'est une série B alors que j'ai découvert en VHS, qui est purement un film de vidéoclub pour moi, qui est inscrit dans les années 80, très inscrit dans les années 80, et qui malheureusement, je pense, qu'aura du mal à sortir les années 80. Ah oui. Voilà, parce que ça a piqué un petit peu. Ah ouais, pas qu'un peu. Mais alors, il y a une connexion avec Strange Days justement, parce qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble un petit peu au délire Strange Day, Brainstorm, etc. Alors là, on n'enregistre pas la vision de quelqu'un, ou on n'enregistre pas les derniers instants de vie de quelqu'un, mais c'est plutôt, on a des gens qui ont la particularité de pouvoir rentrer dans la tête d'autres gens, et notamment dans leurs rêves. Et c'est quand même le même pitch qu'on aura quelques années plus tard avec un film de Christopher Nolan qui s'appelle Inception. C'est exactement la même chose, quoi. En plus, Inception, c'est un film qui mêle espionnage et fantastique, quoi. Et c'est exactement le même cocktail sympa qu'on a dans Dreamscape. Parce que globalement, on a un Dennis Quaid qui arrive à rentrer dans la tête des gens, qui a aussi un Némésis, qui est interprété par David Patrick Kelly, qui a aussi exactement la même faculté. Et l'enjeu du film, c'est de rentrer dans la tête du président pour justement le faire appuyer sur le bouton de la bombe atomique, quoi. Voilà. Nous vivons dans un monde dangereux, hostile et difficile. Je ferai absolument tout ce que je peux pour préserver notre pays. C'est bien ce dont j'ai peur. Vous avez montré que vous étiez un jeune homme d'une grande intelligence, vous disposez d'une admirable technique. La question est de savoir si vous allez coopérer. Alex, en fait, c'est très simple. Ou vous travaillez pour moi, ou vous mourrez. Donc il y a un mélange entre espionnage et fantastique, un peu comme on l'a vu quelques années auparavant dans Fury de Palma. Il y a vraiment cette connexion-là. Et moi, je trouve que c'est un film qui est quand même assez marrant, voilà. Dennis Quaid, il emporte le morceau. C'est, il y a plein d'idées, notamment parce qu'une fois qu'on est dans les rêves, tout est possible. Donc on va se retrouver avec plein de canevas différents, un monde post-apocalyptique avec un train qui fonce au milieu d'un désert, un nunchaku un peu qui ressemble à une sorte d'épée, de sabre laser de Jedi, des choses comme ça, un monstre un peu serpent. Il s'est blindé d'effets spéciaux. C'est une série B, voilà, qui avait pas non plus un budget de malade, mais qui regorge comme ça d'inventivité. Malheureusement, les effets ont quand même un peu vieilli aujourd'hui, mais le concept du film est tellement fort que voilà. On le retrouve dans d'autres films comme Inception, et j'imagine sur certaines séries télé aussi, puisque c'est un concept voilà, qui est séduisant et qu'on retrouve même en littérature, etc. Et moi je trouve que ce film, même s'il a vraiment vieilli, même si c'est bon, un peu dur, il est quand même ramassé sur 1h30. Ça va quand même assez vite, il y a de l'humour. C'était vraiment le film idéal pour un samedi soir entre copains ou en famille, comme on précisait un peu au début de l'émission. Dans le fond, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Sur le papier, c'est un super scénar. Mais quand même, putain, aujourd'hui, c'est difficile à regarder. Ça pique, quoi. Vraiment, les effets spéciaux, tu en parlais. En fait, toutes ces séquences de rêve qui sont centrales, finalement, dans le film, avec toutes les avancées qu'on a fait depuis, aujourd'hui, revoir ces scènes-là, c'est compliqué, quoi. Et ça gâche, honnêtement, le visionnage. Voilà, et c'est franchement dommage, parce que, comme je le disais, sur le papier, ça, franchement, l'histoire donne toujours envie de voir le film. Mais au risque de me répéter, je vais pas en dire plus, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Voilà, c'est un film qui devrait rester, en fait. C'est le genre de film qu'on a aimé quand on était ado, et qu'on devrait pas revoir, qu'on devrait garder dans nos souvenirs d'ado, en fait. Ouais, moi je dirais, j'en dirais pas beaucoup plus non plus. Moi, c'est un film que je ne veux pas revoir. Et d'ailleurs, parce que c'est. Tu le défends bien. Ça va être compliqué. Comme toi, c'est un film que qui m'avait vraiment plu à l'époque, que j'avais loué et qui m'avait, voilà, il y avait une jolie jaquette, un peu style Goonies, un peu avec du doré, genre le Temple Maudit, etc.
ça faisait envie, ça m'a bien plu à l'époque, mais je veux pas revoir. Je veux rester sur mon, je veux rester là et c'était sympa et on regarde des souvenirs là. Ça mériterait peut-être un petit remake ou une série même. Je pense qu'il y aurait de quoi faire. Ça pourrait être intéressant. Voilà, mais je pense que c'était vraiment un film à aborder là comme ça parce que c'est vraiment pas un film qu'on fera en express et surtout pas en format. Non, parce que tu seras obligé de le revoir. Ouais. Voilà, déjà. Ah, moi, ça me dérange pas de le revoir. Il y a mon chouchou Dennis je Quaid. le reverrai, mais là, je pense que ça va être dur. Voilà. Ouais. Mais bon. Non mais c'est marrant c'est intéressant ce que tu dis parce que sur les films qu'on a adoré ado et que des fois il faut pas revoir et en fait moi je fais l'erreur souvent de me dire allez ça j'avais bien aimé, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans que je l'ai pas revu, je vais le revoir et avec des bons souvenirs. Et quand je m'y recolle, en fait, je regrette, en fait. Mais je suis un peu maso, hein. J'y retourne. Je recommence l'expérience à chaque fois, et 90% du temps, je me dis non, j'aurais pas dû. Mais voilà, il y a des films comme ça qui ont bercé nos années VHS, notre adolescence, et qui devraient rester comme beaucoup de choses dans notre adolescence et qui devraient pas en sortir. Disons qu'en fait, je pense que c'est des films que quand tu revois régulièrement, ils vieillissent avec toi, tu les gardes en tête souvent. Pas faux. Et du coup, alors que si tu les vois pas pendant des années, il y en a comme ça là, c'est cruel, comme tu dis, c'est cruel. Je veux dire, il y a des films comme ça à cette époque qu'on a aimé, genre Time Bomb ou voilà, il y a Top Gun qui est là, Top Gun 2, il y avait Aigle de Fer que j'avais adoré, mais malheureusement s'il y a trop d'écart entre deux visionnages, c'est fini quoi. Je peux plus voir, il faut pas que tu me l'as dit, il faut pas Aigle le voir. Aigle de Fer, c'est un parfait exemple de ça. Mais et un bon film vidéo club, on aurait pu je crois que mais c'était bien de faire un format un peu comme ça pour pouvoir parler de ce genre de film justement. C'est ainsi que s'achève la 3e et dernière partie de notre thème en mode VHS. Alors bien sûr, on aurait pu vous parler de tas d'autres films qui symbolisent ces années de location de vidéo en vidéoclub, notamment les Bruce Lee qu'on est beaucoup à avoir découvert en vidéoclub, et les films de kung-fu en général, parce que ces films-là étaient vraiment des hits de vidéoclub. La fameuse collection de films d'horreur de chez René Château, les films que vous ne verrez jamais à la télévision. On y retrouvait Massacre à la tronçonneuse, Maniac, Zombie, La marque du diable, Du sang pour Dracula, Cher pour Frankenstein. Pas mal de nanars aussi, encore d'autres films d'horreur, comme les films de Lucio Fulci, de Joe D'Amato, ou les sagas Vendredi 13 ou Freddy. Beaucoup de films français, on n'en a pas beaucoup parlé, on en parle habituellement dans d'autres épisodes. On aurait aussi pu vous parler des films de Jean-Claude Van Damme, de Steven Seagal, ou d'autres curiosités venues de l'autre côté de l'Atlantique, les productions Canon. Alors ces films-là, je reviendrai dans la saison 3 dessus. On ne peut pas non plus occulter le fait que nous allions, en tout cas qu'on était beaucoup à le faire, à aller dans la petite salle du fond des vidéoclubs, qui était souvent cachée derrière un rideau, où se trouvait le rayon des films X. C'était aussi une façon de braver les interdits, Bref, on sait que beaucoup d'entre vous nous diront mais pourquoi vous n'avez pas abordé tel ou tel film ? Et puis si ça vous a plu, on en refera peut-être un deuxième. N'hésitez pas à nous dire. Et si comme ça, peut-être on en refera un autre. Une formule un peu comme ça, Vidéoclub. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes précédents sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. Et puis il est temps de se dire au revoir. Merci à tous de rester fidèles et puis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Salut. Envoyez des sioux, écrivez à l'arc. Ciao. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.